Donc moi je suis Vincent Pompier, donc je travaille pour la société de gestion AXA IM. Je suis analyste ISR. Je m'occupe principalement de la partie quantitative, donc d'intégrer les critères ESG dans les process d'investissement. Et également je couvre d'un point de vue analyse fondamentale le secteur de la boisson. ESG, il faut préciser. Alors, sur ESG, c'est quoi? Alors, ESG, c'est environnement pour le E, S, le social, et G, la gouvernance. C'est en fait tous les critères qu'on va regarder pour pouvoir analyser une entreprise. On va regarder plusieurs critères dans l'environnement, que je vais vous détailler après. Pareil pour le S et pour le G. Donc ça se correspond un petit peu à l'investissement socialement responsable, ISR, que vous connaissez, je pense. Donc sur ce premier slide, vous voyez un petit peu comment on s'organise. Au sein d'AXA IM, on a une partie quantitative qui va noter les entreprises pour pouvoir faire un premier filtre entre ce qu'on appelle les best in class et les worst in class. Je ne sais pas si vous connaissez. Simplement, les best in class, c'est les meilleures entreprises au sein de leur secteur, les worst in class, les moins bien. Donc on va exclure les worst in class. Donc ça, c'est le rôle un petit peu de la partie quantitative. Dans la partie qualitative, on va analyser l'entreprise d'un point de vue fondamental, beaucoup plus structurel. Par exemple, on va rencontrer l'entreprise, on va lui envoyer au préalable un questionnaire pour pouvoir discuter avec elle et éventuellement faire de l'engagement avec cette entreprise. Tout ceci va nous permettre d'obtenir des scores ESG afin de noter les bonnes entreprises et les moins bonnes. Ensuite, on va utiliser ça dans nos fonds ISR, investissement socialement responsable. Également intégration ESG que vous voyez en bas, ce sont les fonds qui ne sont pas ISR mais qui par exemple ont des exclusions. On peut exclure le secteur du tabac ou de la défense sur des fonds qui ne sont pas à la base ISR mais on a une demande spécifique pour pouvoir exclure certains secteurs. Puis également ce que j'ai mis comme demande spécifique, ce sont des demandes ponctuelles, par exemple juste donner une émission carbone d'un fonds, donc on va s'occuper de ça dans notre équipe. Voilà. C'est des demandes ça, qui sont plus spécifiques. Donc, une des premières façons que l'on peut expliquer ici pour analyser et intégrer les critères ESG, c'est en fait gérer le risque de réputation. Donc, pour faire simple, c'est en fait on a un outil de controverse qui va d'une controverse de niveau 1 à 5. Une controverse de niveau 1, c'est une controverse très basse, par exemple un accident du travail léger où l'entreprise a réagi immédiatement à cet accident sans conséquence. En revanche, une controverse de niveau 5, c'est une controverse où, par exemple, on peut prendre l'exemple récent qu'il y a eu il y a 2 ans sur une compagnie pétrolière au niveau du Mexique, que vous connaissez, où il y a eu des dégâts assez importants pour l'environnement. L'entreprise a été donc très impactée, a eu une forte responsabilité, il y a eu des conséquences à long terme, c'est une controverse de niveau 5. On peut par exemple utiliser cet outil pour exclure des entreprises de catégorie 5 dans nos fonds d'investissement. C'est une des premières manières de le faire. C'est celle-ci qu'on appelle risque de réputation. Donc on va enlever des portefeuilles les entreprises qui sont les plus controversées. Donc ça peut être sur le social, sur la gouvernance, mais également sur l'environnement. Une deuxième manière de faire, c'est donc l'approche quantitative que je vous décrivais tout au début, où là on va donner des scores ESG aux entreprises afin de conserver les meilleurs au sein de leur secteur. On va regarder par exemple dans l'environnement tout ce qui est lié aux risques, les risques climatiques, comment l'entreprise s'adapte aux enjeux du risque climatique. On va regarder la gestion environnementale. Est-ce que l'entreprise monitore sa consommation d'eau? Est-ce qu'elle met à la place des investisseurs et des clients des données pour pouvoir justement la noter, l'observer ou l'exclure de certains fonds? On peut également regarder les opportunités environnementales. Par exemple, l'automobile, ce qu'on appelle opportunité environnementale pour le secteur de l'automobile, c'est une entreprise qui va développer des voitures qui émettent peu de CO2. Donc, elle va le transformer en, on va dire, la contrainte des émissions en un nouveau business avec des voitures qui émettent moins de CO2 et elles vont communiquer. Donc, on va considérer que c'est une opportunité. Sur le progrès social, on va regarder tout ce qui est lié au droit du travail international, donc toutes les grandes conventions, la liberté d'association. Est-ce qu'au sein d'une entreprise, on facilite, on va dire, le dialogue social et surtout le dialogue social dans les pays émergents, dans les filiales, puisque au sein des pays développés, c'est quand même assez avancé, mais bon, c'est difficile à monitorer sur des pays émergents.
Et également le capital humain, donc c'est tout ce qui est lié à la formation du personnel, à la mise en place de comités de réorganisation en cas de restructuration. C'est tout ce qui est lié à la mobilité interne, ce qu'on appelle le capital humain. Et ensuite, sur la gouvernance, on va regarder deux piliers. La gouvernance traditionnelle, donc c'est le droit des actionnaires. Est-ce que l'entreprise respecte le droit des actionnaires? Est-ce qu'elle a une politique de rémunération correcte? Je vous détaillerai un petit peu après ce qu'on regardera. Et également, éthique des affaires. Éthique des affaires, c'est tout ce qui est lié à la corruption. Par exemple, les dernières affaires au niveau du secteur bancaire sur le Libor, ça fait partie de l'éthique des affaires, mais également de la gouvernance. Une troisième approche pour intégrer donc la RSE et les critères ESG, c'est une approche beaucoup plus qualitative. Donc là, j'ai pris l'exemple du secteur de la boisson. C'est pour en fait vous montrer qu'on ne regarde plus dans cet aspect-là uniquement les critères quantitatifs que j'ai expliqués juste avant, mais on va avoir une approche beaucoup plus de rencontre avec l'entreprise, beaucoup plus de terrain. Par exemple, sur le secteur de la boisson, on va essayer d'influencer l'entreprise sur sa consommation d'eau. Donc je décriverai après de quelle manière exactement au niveau de la gouvernance on peut l'influencer. On va également essayer d'avoir plus de détails sur la supply chain, c'est-à-dire la chaîne de production, puisqu'on sait qu'en général le secteur de la boisson et de l'alimentation ont des chaînes de production très étalées entre les pays développés et les pays émergents, ce qui est source de risque. Donc on va essayer de regarder comment on peut noter l'entreprise de ce point de vue-là, et également tout ce qui est lié à la gouvernance et à la stratégie de l'entreprise. Par exemple, les critères que l'on regarde dans la gouvernance, donc les critères traditionnels que j'ai décrits tout à l'heure comme le respect des actionnaires, mais on peut regarder également l'évolution du dividende sur les dernières années par rapport à ses concurrents. Est-ce que par exemple cette évolution-là, elle est liée à un sous-investissement ou à un choix d'entreprise? Par exemple, le secteur des télécoms ces 10 dernières années a fortement distribué des dividendes au détriment de l'investissement. On peut aujourd'hui voir certaines conséquences pour des opérateurs. Ce sont des choses plus structurelles qu'on regarde. Donc, dans un premier temps, c'était l'analyse quantitative ESG, mais en parallèle, on essaye de donner une vision plus fondamentale sur l'entreprise. Ensuite, je vais vous parler d'une autre approche. C'est un fonds en fait qui s'appelle AXA World Fund Framingham Human Capital. C'est un fonds en fait ISR, mais sur une thématique précise qui est le social. Donc là, on va vraiment regarder 3 critères fondamentaux au niveau du social, qui sont les conditions de travail, la gestion des carrières et formations, et l'évolution de l'emploi sur les 3 dernières années. Donc on va considérer que en fait, une meilleure gestion du capital humain va entraîner une meilleure productivité et in fine des meilleurs résultats pour l'entreprise. Donc on va utiliser ces 3 critères pour pouvoir donner une note, et au sein d'un même secteur, on va enlever la moitié des entreprises environ qui sont moins bien notées sur ces 3 secteurs, sur ces 3 critères. Pardon. Donc un petit peu plus de détails sur le slide suivant. Sur la qualité des conditions de travail, on va regarder la rémunération, la prévention et la santé, et les heures travaillées. C'est le secteur qui est le plus pondéré sur les 3, 50%. Ensuite, on va regarder le développement de carrière et formation, donc les budgets attribués à la formation, mais également la gestion des carrières, comme la mobilité interne, les comités spécifiques pour la mobilité et les formations. Et également l'évolution de l'emploi sur les 3 dernières années. On va obtenir un score, et à travers ce score, on va enlever donc, les entreprises les moins bien notées au sein de leur secteur. Donc c'est une thématique très sociale, c'est une autre approche que celle que j'ai décrite avant pour intégrer des critères ESG. C'est une approche beaucoup plus thématique, donc focus sur le social. On peut également influencer l'entreprise donc, à travers l'engagement, donc la gouvernance et notre politique de vote. On a par exemple l'engagement thématique. Donc là, ce n'est pas une influence, c'est en fait le fait de produire des rapports sur la diversité. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de travailler sur un nouveau dossier pour communiquer sur la diversité. On estime qu'une entreprise qui, par exemple, réalise 70% de son chiffre d'affaires dans la zone Amérique du Nord ou Amérique latine,
cela doit se refléter dans la composition de son conseil d'administration afin de mieux préparer la stratégie. Donc on est en train d'écrire un rapport là-dessus pour observer les tendances actuelles et éventuellement faire de l'engagement plus poussé vis-à-vis des entreprises pour une diversité de leur conseil d'administration. On a également l'engagement permanent. Donc ça, c'est toute la politique de vote que l'on fait au quotidien à travers les assemblées générales. Donc là, on va regarder l'indépendance du conseil d'administration, également la rémunération. Par exemple, sur 2012, on est environ 30% des votes contre qui concernent la rémunération. Le premier aspect où on vote contre, c'était sur la composition du board. Donc, c'est une autre façon d'intégrer les critères ESG et de faire de l'engagement. C'est aussi à travers une politique donc, de vote. Ensuite, on a un engagement plus structurel. On a mis en place depuis 1 an ou 2 un engagement sur les entreprises volontairement en fait, sur le secteur environnemental, comme la chimie, les pétrolières ou les entreprises du gaz, où on va systématiquement influencer celles qui ont des comportements, on va dire, plus à risque, pour qu'elles mettent en place un comité RSE au sein de leur conseil d'administration ou au sein du board, pour pouvoir réagir en cas de problème. L'exemple de BP a prouvé qu'il fallait en fait réagir assez rapidement et de manière ordonnée. Donc c'est une autre façon de considérer qu'une entreprise qui a un comité RSE dédié à ces problèmes sera beaucoup plus apte à réagir rapidement en cas d'accident assez important. Et ensuite, l'alignement de notre politique de vote et d'engagement à travers la stratégie ISR, où là, par exemple, on signe des conventions assez reconnues comme les PRI ou le Carbon Disclosure Project, où en fait, on réplique un petit peu nos engagements à travers des initiatives. Donc ce slide, c'est juste pour vous montrer en fait qu'en interne, on a un outil qui s'appelle RSearch. Cet outil en fait nous permet et permet à l'ensemble du personnel AXA IM au niveau de la gestion d'avoir accès à des données environnementales, sociales et de gouvernance, et éventuellement donc des fonds qui ne sont pas ISR commencent à intégrer des données ESG. On peut par exemple trouver sur cet outil l'empreinte carbone de toutes les valeurs, l'empreinte carbone du fonds, comparé aussi à son benchmark. Ça permet un petit peu au gérant de voir où il se situe en termes d'émissions de CO2. On a également le détail de la politique de vote pour toutes les entreprises sur lesquelles on a voté. Donc par exemple, là on ne sait pas quelle entreprise c'est parce que je ne peux pas la nommer, mais on voit que sur par exemple cette entreprise-là, on a voté contre la rémunération principalement. Dans ce slide, c'est juste un footprint en fait de deux tableaux de reporting que l'on utilise en externe pour en fait, bon là j'ai pas pu mettre les entreprises parce que je peux pas les citer, mais on met on va dire les meilleures entreprises et les moins bonnes de chaque fonds et on met des commentaires qualitatifs en dessous et c'est en fait ces reportings là sont diffusés donc à travers nos clients institutionnels mais également retail. Donc on essaie de communiquer sur les critères ESG. Donc, en mettant également les moins bonnes valeurs et pas uniquement les meilleures. Je voulais conclure en fait en disant qu'il y a effectivement une amélioration de la prise en compte de la RSE depuis plusieurs années, je pense que tout le monde peut le constater, mais on est quand même confronté à quelques problèmes, et notamment donc, la collecte d'informations. Par exemple, pour obtenir le turnover d'une entreprise, on travaille avec des agences de notation, mais on ne l'a pas sur toutes les entreprises. On ne l'a pas dès qu'on est sur des entreprises de moyenne capitalisation, par exemple. Donc ça, c'est un premier problème. Ensuite, c'est l'homogénéisation des données. Sur la donnée carbone, aujourd'hui, tout le monde parle des émissions CO2. Tout le monde donne un peu une empreinte carbone du fonds, mais personne n'utilise la même méthodologie. Certaines personnes utilisent uniquement les émissions directes de CO2, d'autres indirects plus directs, et tout le monde communique là-dessus. Donc c'est assez difficile, que ce soit pour les investisseurs, les clients, toutes les parties prenantes, de se donner une vision assez crédible de tout ça. Donc on essaye de travailler, les investisseurs se sont réunis plusieurs fois cette année pour essayer justement d'avoir des critères de mesure assez, on va dire, homogènes, mais c'est pas facile. Et également, je voulais souligner un dernier point, c'est les informations disponibles pour les petites capitalisations. C'est assez difficile malheureusement de trouver des informations ESG sur ces petites capitalisations.
On sait aujourd'hui que ces entreprises ont besoin de capital, d'investisseurs long terme, mais en tant qu'investisseur ISR, c'est difficile parce que les agences de notation ont peu de données là-dessus. Donc on essaye vraiment d'inciter les entreprises à communiquer, mais bon, on se doute bien que sur les petites capitalisations, il y a moins de budget pour communiquer sur la RSE. Donc, voilà.